Salutations à vous en ce début du mois d'octobre. J'aimerais entamer cette vidéo par une parenthèse. Déjà, un grand merci d'être si nombreux à suivre la chaîne. Je ne pensais pas au lancement qu'il y aurait autant d'abonnés et d'intérêt pour mon travail. C'est avec un immense plaisir que jour après jour, j'échange avec vous sur le fil d'actualité autour de nos sujets préférés. Cette chaîne est la vôtre. Si vous souhaitez voir un sujet en particulier, n'hésitez pas à en faire la demande dans le fil d'actualité. En plus, je réponds à tout le monde. Alors je travaille sans arrêt sur de nouveaux sujets pour varier les contenus et si possible poster plusieurs fois par semaine. Je tente au travers de mes vidéos de vulgariser et transmettre un maximum d'informations et de savoir. Les vidéos se veulent les plus riches possibles pour ne pas avoir à revenir sur un sujet traité et ne pas vous obliger à faire de nouvelles recherches pour avoir des éléments manquants. Ce serait du travail bâclé de ma part sinon. Alors oui, certes, parfois c'est un peu long, un peu lourd, j'imagine bien, mais vous pouvez digérer en plusieurs fois, on est sur YouTube. Moi, avant de faire une vidéo, je vais dans un premier temps voir ce qui est déjà fait, dispo ou pas. Une fois que j'ai fait ce petit rapport, je regarde si je vais pas créer un doublon inutile. Je compile mes connaissances, déjà acquises sur papier, je vais ensuite les compléter et les comparer avec des recherches plutôt longues, histoire de ne pas dire de bêtises, mais aussi dans le souci de réunir le maximum d'informations sur le sujet traité. De fait, par comparaison, je me rends bien compte que je vais jusqu'au bout dans les sujets traités, comme on dit, de A jusqu'à Z. On le voit, mes vidéos sont à rallonge, eh oui. Mais prenez cela comme un souci poussif du détail, pour vous apporter le maximum plutôt qu'un effet de zèle de ma part. Je n'ai pas le temps pour le zèle de toute façon. J'y passe un temps fou, car j'aime faire les choses avec sérieux, les choses bien faites. Faire bien signifie souvent faire qu'une fois. Alors mon but n'est pas d'avoir des tonnes de vidéos que pour du volume et sans contenu. Je préfère le qualitatif au quantitatif, vous le savez. Mon but est d'avoir une base de données en open source la plus riche possible de savoir et de connaissances. Je suis conscient ce faisant de ne pas tenir tout mon audit jusqu'à la fin des vidéos ou de perdre des vues. Ben ouais, d'être mal référencé à cause du faible taux de pénétration des vidéos. C'est la durée où le spectateur reste dans une vidéo. Mais bon, c'est ainsi et je continuerai de faire ainsi. C'est disons ma marque de fabrique. Quand on regarde ailleurs, tous les autres contenus se ressemblent. Il y a de petites touches perso, oui, mais les infos en elles-mêmes se retrouvent un peu de partout et sont plus ou moins similaires. Comment traiter un sujet en détail et en profondeur quand la vidéo ne fait que quelques minutes? Bah ici c'est différent, je l'espère du moins. Et je pense en grande partie que c'est pour cela que vous êtes là avec moi. On passe beaucoup de temps ensemble et j'en suis heureux. Je le fais aussi car vous êtes là vous, et vous attendez des contenus. Il y a demande, donc je ne changerai pas la façon de faire ni la méthodologie. De votre côté, si vous appréciez les contenus, n'hésitez pas à partager autour de vous et de propager l'information qui semble être quelque peu bridée sur les moteurs de recherche au profit de plus grosses chaînes qui font du chiffre et qui de fait prennent toute la place. Car bon, tout cela en finalité, ça va pour la bonne cause. N'hésitez pas à faire un tour dans les playlists pour découvrir les autres contenus traités, à liker pour aider au référencement et activer la clochette pour tenir toutes les dernières mises à jour. J'ai encore 2 ou 3 petites choses à dire avant de commencer. Déjà, place au remerciement car je tiens à le faire. Il y a peu, j'ai créé un financement participatif Tipeee pour soutenir la création de vidéos, m'aider à payer quelques factures pendant le temps que je consacre à faire des vidéos. Je ne pensais pas réellement que les gens iraient dessus jusqu'à donner de précieuses ressources pour aider au développement d'un truc qui déjà pour eux est accessible gratuitement. En ces temps de crise, je comprends bien que l'argent peut partir ailleurs et j'étais soucieux aussi de savoir si cet argent serait un problème à la longue pour moi à la création de nouvelles vidéos. Eh bien non, je m'étais trompé. Vous, eux, chaque mois, vous êtes de plus en plus nombreux à aider et soutenir la chaîne. Et sincèrement, ça me touche. Le premier mois, dès sa mise en place, une cinquantaine d'euros récoltés. Et le mois dernier, presque 100 euros. Et quelques-uns même ont engagé un versement mensuel pour tenter de me sécuriser avec de la régularité. Mais c'est juste complètement génial. La démarche est en cours et le train avance. J'en reviens pas. Bon, ok, j'ai déjà allègrement dépassé les 1000 heures de travail depuis sa création. Vous me direz que je ne suis pas vraiment sur un SMIC réglementaire. Et je vous crois. Mais c'est tout frais. Et puis c'est pas la somme gagnée qui compte, car elle croît chaque mois et surtout, je fais ça par passion. Par passion du jardinage et du partage. Le partage de qualité. Puis c'est pas les montants posés qui importent, c'est la démarche de le faire qui est précieuse, le geste qui vient du cœur. Le partage c'est la base essentielle à tout échange. Dès même 1 euro, vous participez au mouvement, quoi espérer de mieux? Alors je tiens à remercier tous nos tipeurs du mois de septembre qui contribuent au développement de la chaîne et à la création de nouvelles vidéos. Certes, on ne gagne pas des fortunes comme d'autres chaînes, mais cela nous suffit largement à avoir la motivation de continuer. Ça apporte un plus. Par ces gestes, vous valorisez le travail accompli et vous me permettez d'exister comme créateur de contenu à part entière et libre de le faire. En plus, paradoxalement ça, bon vous boycottez en partie les vilaines émissions de la télé, alors moi, ça me va. Alors voilà, un grand, non, un immense merci à tous ces tipeurs. Voilà, bon, certes ça fait un peu long, écoutez, c'était nécessaire pour moi. Maintenant, après cette séquence émotion et remerciement spécial, venons-en au vif du sujet. Il y a beaucoup de choses à dire pour le mois d'octobre. Déjà pour commencer, octobre pour moi c'est la fin de l'été. L'un des plus beaux mois de l'année où se mêlent des teintes de couleurs uniques du jaune profond au rouge intense en passant par le marron clair et foncé, encore un peu de vert, enfin bref, on en prend plein les yeux. En Centre-France, on rentre les shorts et des bardeurs et on sort doucement les laines et vêtements chauds, car les premiers gels sont là. Octobre, c'est aussi le moment idéal pour faire un bilan de la saison passée, voir ce qui a fonctionné ou pas, réfléchir au pourquoi du comment, réunir cette expérience passée pour valoriser des acquis. La saison prochaine, on mettra toutes ces observations à profit pour optimiser les récoltes. Octobre, c'est aussi l'automne qui est là, les températures qui continuent de baisser,
Encore quelques belles journées qui vont nous permettre des travaux agréables au jardin. On finit les dernières cultures estivales, la nature change doucement de couleur. C'est un spectacle que j'aime à regarder. On glisse vers l'hiver inéluctablement. La nuit longue approche, pour ceux qui comprennent. On n'écoutera pas le dicton qui dit « Octobre le beau offre au jardinier son repos », car octobre en vrai nécessitera son lot de travaux, et c'est en rime. Donc on écoutera plutôt le dicton suivant de chez moi qui dit « Octobre le vaillant surmène le paysan ». Allez, c'est parti pour cette série Octobre au potager, premier chapitre. La vie au potager est assez calme durant cette période et les parcelles se vident petit à petit. Il est temps de récolter et de stocker les légumes au sec pour pouvoir les conserver. Comme vous le savez, pour ma part, je stocke tout ça au garage dans des bins où je pose au fond du papier journal et de la paille. Ils sont posés ainsi à l'ombre au frais pour un stockage idéal. Pensez, si c'est le cas, à dégermer les pommes de terre que vous avez mis de côté pour cet hiver. Pour éviter qu'ils ne pourrissent sous le coup de l'humidité, ramassez vos légumes le matin, puis laissez-les sécher toute la journée avant de les rentrer. De plus, à cette période où la nourriture devient plus rare, attention à ces légumes qui sont plus sensibles aux attaques de nuisibles. Les derniers potirons peuvent entre autres être récoltés avec délicatesse. Les chocs ont tendance à les abîmer, puis être conservés sur un lit de paille. Regardez que le pédoncule est bien marron, c'est un signe qu'il est prêt à être récolté. À la fin du mois, rentrez les céleris et endives, stockez les carottes, navets, betteraves et radis noirs. Conservez-les dans l'obscurité entre deux couches de sable par exemple. Je vais essayer le vieux tambour de machine à laver, enterré dans le jardin. Ça semble bien fonctionner aussi pour garder les légumes pendant l'hiver. Ça fait déjà un moment que je vois cette combine tourner sur des vidéos. Tous les terrains laissés libres peuvent désormais être aérés et copieusement agrémentés de compost et de fumier. Cela permettra une bonne retenue d'eau à la saison prochaine et une meilleure texture du sol. Semez des engrais verts pour amender votre terre naturellement, sur toutes les zones qui vont rester libres cet hiver. Une tonte longue du gazon pour lui permettre de passer l'hiver et le jardin pourra doucement aborder le froid glacial qui ne manquera pas de venir bientôt. Récupérez les tontes, un tiers, pour 2 tiers de feuilles mortes séchées. N'oubliez pas que le volume final du compost dépend de la quantité de matière séchée carbonée que vous y mettez. C'est cette dernière qui apporte le plus de produits finis à contrario des produits azotés qui se dégradent en grande partie en gaz et vapeur. C'est donc la bonne période pour faire le stock de feuilles mortes. Commencez à mettre en place les protections hivernales, paillis épais pour éviter la repousse d'adventices. Cloches, voiles et tunnels pour les cultures fragiles ou craignant le froid. Pour les rotations en engrais vert, sur vos parcelles laissées libres comme je viens de le dire, on peut mettre du trèfle violet, du seigle fourragé ou de l'avoine. La culture de ces plantes permet une amélioration du sol, soit par l'action de leurs racines qui libèrent de l'azote naturellement, soit par l'enfouissement de leurs propres parties aériennes dans la terre qui, en se décomposant, fourniront des nutriments. Finir aussi de récolter les derniers légumes d'été comme les tomates, les aubergines, les courgettes, poivrons, récolter aussi la mâche et les salades d'hiver selon vos besoins et ramasser aussi vos haricots secs avant qu'ils ne pourrissent. Récoltez donc les potirons, comme on l'a dit, les carottes, les navets, les betteraves lorsqu'ils auront atteint leur maturité tout au long du mois. Récoltez aussi les premiers choux de Bruxelles pour ceux qui en ont déjà, les choux-fleurs et pommés, carottes, céleri, raves, épinards, laitues diverses et premiers poireaux pour ceux qui en ont. Pour ma part, je devrais attendre encore un peu avant de faire plusieurs de ces récoltes, ma région m'obligeant à avoir des périodes de semis adaptées. Pensez à adapter vous aussi les périodes de semis et de récolte ainsi que les variétés à vos terroirs. Ça peut bouger pas mal en fonction des régions, donc l'observation des saisons est importante. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, vous avez accès à l'historique des saisons passées par région sur internet. Moi je l'ai fait sur les 20 dernières années pour me faire un petit graphique afin d'obtenir des courbes. Ça m'aide à avoir une idée assez réaliste de la météo de ma région. Avec les maxis et les moyennes des températures, de précipitations, les vitesses, dominances et forces du vent. Ainsi j'arrive à avoir une idée assez nette de quoi mettre quand et où sur mon terrain. Ça fait partie également du chapitre design en permaculture que j'expose dans une autre vidéo. En octobre, on va également lier les céleris et pissenlits pour les faire blanchir et diminuer leur amertume. Blanchir et récolter les cardons, les céleris à côte d'automne. Buter les choux de Bruxelles pour consolider le pied afin d'éviter qu'ils ne tombent sous le poids des choux. Et le fenouil aussi, on va le buter. On va planter l'ail rose sans bâton pour une récolte l'été prochain et l'échalote. Pensez aussi à planter les fèves. Les vendanges étant entamées, c'est donc la bonne période pour elles. Plantez aussi de la rhubarbe en abri. Repiquez les oignons de début août qui doivent maintenant former un petit bulbe, les artichauts et les asperges. D'ailleurs, certains d'entre vous vont recevoir parmi mes envois des graines d'asperges sauvages ou ornithogales, et j'y consacre une vidéo. Repiquez comme le mois précédent les choux de printemps, les choux-fleurs, les échalotes, les stragons, les laitues d'hiver semées le mois dernier, et les fraisiers remontants. Repiquez aussi les éclats de rhubarbe comme je viens de l'indiquer. Octobre, c'est le bon mois pour forcer les endives. Taillez les pieds de menthe à ras le sol pour leur permettre une meilleure pousse en saison prochaine. Arrachez l'ensemble des légumes racines au fur et à mesure de vos besoins. N'allez pas trop vite, la saison étant encore moyennement chaude, ils peuvent encore grandir.
Donc on commence doucement. Semer les radis d'hiver, ronds ou demi-longs, en les protégeant par un tunnel ou un châssis. Semer du cerfeuil, du chou, des épinards, des laitues et autres salades d'hiver. Et le pois. Attention toutefois à l'association favorable des plantes. Évitez de planter des pois à côté de l'ail, de l'oignon ou de l'échalote. On peut également mettre sous abri des carottes de type grelot, qui est une carotte hâtive qui offre des petites racines rondes, rouges orangées, à chair tendre et savoureuse, comme par exemple celle qu'on appelle marché de Paris. Niveau semis, essayez aussi les choses nouvelles, comme le chervis. C'est un légume à racines ancien qu'on cultive depuis le Moyen-Âge, et qui mérite d'être remis au goût du jour, ou du moins d'être essayé. On l'appelle aussi berle des potagers, chirouille, girole. On consomme ses racines savoureuses d'environ 20 cm de long et de la grosseur d'un petit doigt, mais il a également d'excellentes propriétés médicinales. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo spécialement dédiée. Stratifier le cerfeuil tubéreux. Si vous ne connaissez pas, il est lui aussi un légume à racines ancien et oublié, ressemblant à une petite carotte conique. Il possède une chair excellente, sucrée et fondante après cuisson, entre le goût de la pomme de terre et celui de la châtaigne. Stratifier, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'action de mélanger des graines à du sable humide. Puis, pour l'exemple du cerfeuil, on place ce mélange dans une boîte hermétique et dans le bas du réfrigérateur durant 3 semaines avant de les semer pour un maximum de résultats. Coupez les tiges d'asperges en fin de mois et une fois fanées et jaunies pour permettre l'an prochain la pousse de nouvelles tiges. En octobre, on va aussi éclaircir les semis effectués les semaines précédentes, comme les mâches, les roquettes, les radis, les navets, les panais, les épinards, ou les carottes par exemple. Pour aérer les planches et leur permettre d'avoir un maximum de lumière et de place pour développer leurs racines, on va éclaircir également les aromatiques, comme la coriandre, le persil semé le mois dernier. On va nettoyer toutes les parcelles laissées en sauvage autour du potager pour abattre les herbes hautes et nourrir le sol pendant l'hiver. Cela favorisera une pousse rigoureuse de ces espaces sauvages en saison prochaine. N'y semez rien, c'est du sauvage endémique. N'oubliez pas que ce sont ces parcelles-là qui sont essentielles au potager, comme par exemple pour le contrôle des nuisibles. Ils préfèrent aller là-bas. C'est un endroit pour eux accueillant et familier pour s'y nourrir et se reproduire, plutôt que de rentrer dans le potager où ils découvrent des odeurs non familières, des goûts bizarres, et y croisent bien souvent l'homme et ses aménagements. Ces nuisibles souvent ne viennent au potager que s'ils sont obligés par manque de nourriture ailleurs. Pour imager, si vous exposez un immense supermarché avec un grand parking tout autour, on ne voit que lui. Donc pour sûr qu'on va le voir, c'est limite même fait pour. Alors que si vous mettez plusieurs petits magasins dispatchés en plein milieu de la forêt amazonienne, vous ne les voyez pas, alors peu de chance pour que vous y alliez, n'est-ce pas? Alors bon, pour les nuisibles, c'est pareil. Et je constate réellement, depuis ces nombreuses années à cultiver mon potager en semi-fouillis, comme vous avez pu le voir en vidéo. Allez, parlons-en, le rapport fouillis-culture. Disons que pour une unité cultivée, je consacre 3 unités en sauvage. Exemple, je cultive 100 mètres carrés. Je dois donc disposer tout autour de 300 mètres carrés de réserve sauvage pour être tranquille. Ceci pris en compte aide également à donner la dimension de votre potager pour prendre en compte le paramètre nuisible, qui, une fois installé, sera difficilement contrôlable. Pour ma part, je suis en veille de rongeurs. J'ai dû ouvrir cette année une partie de leur réserve diminuant à 1 pour 2, ce fameux ratio donné à l'instant. Du coup, ils sont venus manger dans mon potager, alors que l'an dernier, pas une attaque. Les vidéos en attestent. Donc, pour l'an prochain, je remets tout de suite à 1 cultivé pour 3 cet espace laissé sauvage pour eux. J'ai de la place, oui, mais ce principe s'applique aussi à un petit potager. Exemple, je cultive 10 mètres carrés, je dois leur en laisser 30 tout autour en sauvage. Cela me permet aussi d'avoir une meilleure fructification de mes fruits et légumes. La vie se développe bien mieux, on croit avoir moins, mais au final on obtient plus. Essayez donc, vous verrez par vous-même. Au mois d'octobre, on va aussi bouturer le laurier sauce, le romarin, la sauge et le thym. On va diviser la ciboulette pour avoir gratuitement plus de plants la saison prochaine. Suffit simplement de couper en deux la motte avec une bêche. Si vous avez des châssis de culture, comme le mois dernier, au cours de la journée, aérez-les pour profiter des chaleurs. Ouvrir et aérer les tunnels également. Soulevez les cloches éventuellement. Dans vos serres, accumulez la chaleur et fermez bien les aérations la nuit. Comme le mois précédent, c'est le moment de faire entrer le fumier ou de s'occuper des composts. Brasser, aérer et arroser éventuellement pour le rendre plus souple. Attention, octobre est un mois humide, on l'a vu ces derniers jours par les pluies diluviennes sur l'ensemble du pays. Évitez que votre tas soit trop humide ou imbibé d'eau. Quant au fumier de cheval, vous pouvez déjà en ajouter à petite dose directement au potager. Les autres fumiers, comme vous le savez, doivent être compostés. Quelque temps, au pire, mettez-les sur une parcelle spécifique, directement au jardin. Vous savez que vous n'occuperez pas ce terrain-là avant au moins le mois de mai-juin prochain. Ça aura le temps de se composter, mais le faites que par petites couches, histoire de pas trop intoxiquer la terre d'un coup. Comme je disais il y a quelques instants, on met un accent tout particulier à bien s'occuper des sols, à les dégager, à les aérer, les nourrir. Passez-y du temps, il vous le rendra la saison prochaine. Voilà pour cette partie potager. Octobre est déjà bien chargé, mais on est loin d'avoir fini, car on a aussi un jardin d'ornement, n'est-ce pas? Octobre, c'est le mois de la plantation des vivaces, mais aussi de la division des touffes. Vous pouvez commencer à protéger les plantes en pot, les plus fragiles. Garnissez aussi vos jardinières d'automne, on va y revenir. Alors en octobre, on va planter les fusains, on va planter les tuyas en haie,
On va aussi planter des bambous vendus en conteneur au printemps prochain, on sèmera directement des graines, comme ça on n'aura pas à les acheter. On va planter le buis, les conifères en pot et le lierre. Planter aussi des chrysanthèmes achetés en pot afin de leur garantir une belle floraison au mois de novembre. Planter des bisannuels qui fleuriront à l'automne ou au printemps, comme les myosotis, la primevère, les pensées d'automne, la giroflée ravanelle, le camélia, le magnolia, le rhododendron, l'azalée, l'hortensia, la pivoine arbustive, le mimosa floribunda. Planter aussi des bulbes de printemps comme la tulipe, la narcisse, la jonquille, fritilière, perce-neige, jacinthe, crocus, cyclamène, le muscaris. Planter tous les arbres et arbustes à feuilles caduques avant le gel. Nettoyer en arrachant les annuels qui ne fleurissent plus. Élaguer les grands arbres. Pour ma part, j'ai investi dans une petite élagueuse sur perche et ça me va très bien. Désherber et biner régulièrement les massifs. Un bon entretien leur permettra un bon drainage de l'eau pendant l'hiver. Récupérer les bulbes de plantes frileuses en creusant le sol délicatement à l'aide d'une fourche bêche tout autour de la touffe. Sont concernés par cette opération les cannas, les dahlias, les crocosmias et toutes les plantes bulbeuses potentiellement gélives. Nettoyez-les et entreposez-les dans une caissette remplie de tourbes sèches ou de sable dans un local hors gel. Ça leur fera passer l'hiver impeccablement. Divisez aussi les rosiers mais aussi les touffes de plantes vivaces pour les multiplier. On fait pareil que pour la ciboulette. On coupe en deux la motte avec une bêche et on repique. Ça poussera, pas de problème. Profitez aussi du mois d'octobre pour créer de jolies jardinières à floraison automnale. Il existe des tonnes de choses à y mettre dedans car c'est la saison star des fleurs et des plantes lumineuses dans les gammes de jaune et d'oranger. C'est la saison où l'on apprécie les kalanchoés jaunes, les petits chrysanthèmes jaunes et oranges, les pommiers d'amour, solanum, pseudocapsicum, orangé vif, ou les piments d'ornement jaunes, rouges ou orangés, les vrisias, les grusmania et autres bromélias que l'on préférera ce mois-ci eux aussi en robe jaune orangée. Leur coloris tonique illumine nos intérieurs déjà nostalgiques des beaux jours. On mettra aussi des azalées, des graciles cyclamens, bruyères et même les premières jacinthes qui vont fournir vos premières récoltes pour faire de superbes bouquets d'intérieur. On trouvera également des lys jaunes ou orangés, les premiers amaryllis, rouges ou saumonés, les gerberas et germinis, jaunes ou orangés, les derniers tournesols aussi qu'on peut récolter pour faire des bouquets. Les roses oranges s'intègrent très bien au jardin d'ornement d'octobre. Les amarantes, les crocosmias, les craspéias, les nigelles, les alliums, les chardons, les choux d'ornement permettent de sortir des sentiers battus et de réaliser des créations au jardin qui se démarquent. Mettez de la couleur et fournissez ainsi de la nourriture avant l'hiver à nos pollinisateurs, qui constituent là leur dernière réserve avant le grand froid. Rentrez les plantes trop frileuses telles que les orchidées, les hibiscus et la plupart des plantes vertes. C'est le meilleur moment pour planter les plantes d'ombre sous couvert d'arbres ou d'arbustes, comme le polygonatum, les pervenches, le muguet ou l'épimédium. Semez les poissenteurs avant le 15 du mois. Semez également les annuels rustiques, comme le coquelicot, le bleuet, le muflier, le pied d'alouette, la nigelle ou le pavot. Vernaliser, ce qui veut dire laisser agir le froid, sur les graines de certaines plantes vivaces en plaçant les caissettes de semis au pied d'un mur au nord. Attention aux rongeurs et aux oiseaux, ils aiment bien les fouiller là-dedans. Les renonculacées, les eulébores et certaines ombellifères traités ainsi. Les géraniums et lauriers roses doivent être taillés à 10 cm et à l'abri du gel. Rentrez également les agrumes qui craignent le froid. Rentrez toutes les plantes tropicales frileuses comme les orchidées, les hibiscus, les strelitzias, etc. Pour les garder en vie, il leur faut une température au-delà de 18 degrés. Hivernez également les cactés et plantes grasses dans un local frais hors gel et stoppez les arrosages. Protégez du froid vos céanotes. Coupez les amples florales de vos roses trémières et les fleurs fanées des crocosmias. Les dahlias sont fragiles et risqueraient de courber sous le vent un peu plus virulent de l'automne. Il est donc préférable de les tutorer. Prenez des petits tuteurs en bambou qui vont bien là tout petit, ça suffira. Évacuez les feuilles mortes qui s'accumulent sur les plantes de rocaille et qui risquent de les étouffer. C'est le meilleur moment pour planter les mûrets fleuris. Les plantes de rocaille pourront ainsi s'y développer rapidement et s'y installer grâce à l'humidité automnale. Taillez l'extrémité des arbustes à floraison estivale, les altéas, les bulléas, les caryoptéris, les céanotes, les escalionias, les fuchsias, afin de supprimer les fleurs fanées. Taillez les rosiers tiges, taillez les haies avant les dernières gelées, élaguez les grands arbres comme on vient de le dire. Dans les régions où la neige tombe en abondance, taillez légèrement les rosiers, d'environ un tiers, mais pas davantage. Vous pouvez aussi bouturer l'aulne, l'érable à feuilles de frêne, le groseillier à fleurs, le paulownia, l'armoise, la vatère en arbre, la troène, le budleia, le wegelia, le seringa, le mahonia, le foristia, le sol après la chute des feuilles. Il est encore temps de bouturer la vigne vierge. Palisser le lierre, le chèvrefeuille et la glycine. Griffez également la terre au pied des arbustes et apporter du compost. Octobre, c'est le moment idéal pour planter des haies, beaucoup de rosiers et des arbustes et des arbres. C'est maintenant que ça commence. Parlons des terrasses et balcons. Comme pour le jardin d'ornement, si vous avez des plantes gélives comme le géranium, le laurier rose, des agrumes ou le bougainvillier, il est temps de penser à les mettre en lieu sûr à la fin du mois, avant les premières grosses gelées. Arrachez les annuels qui ne donnent plus de fleurs et commencez à planter les bisannuels à floraison printanière. Les pots qui restent à l'extérieur doivent être protégés du froid et du gel pour ne pas qu'ils n'explosent. Les vivaces peuvent être divisés ou bien plantés.
Effectuez un nettoyage d'automne de tous vos bacs et jardinières et changez éventuellement la terre si elle vous paraît fort usée. Parlons un peu du bassin ou des points d'eau que vous avez en extérieur. Il vous faudra ramasser les feuilles mortes à la surface du bassin et les débris végétaux de surface. Vous pourrez les ajouter au compost par exemple. Retirez les plantes aquatiques qui ne sont pas rustiques et enlevez aussi les plantes flottantes qui vont pourrir pendant l'hiver. Éclaircissez les plantes immergées, car en cas de gel, les gaz dégagés pourraient s'accumuler sous la couche de glace et devenir toxiques pour les poissons. Préparez vos poissons à passer l'hiver en leur donnant une nourriture vitaminée afin qu'ils entrent dans l'hiver en pleine forme et sans carence. Ils seront ainsi moins sensibles aux maladies. Cessez aussi de nourrir les poissons dès que la température descend en dessous de 10 degrés, excepté pour les esturgeons. N'oubliez pas de fournir à ces poissons une nourriture spécifiquement étudiée pour ne pas qu'ils restent à la surface, car ces poissons se nourrissent exclusivement dans le fond du bassin. Introduisez des bactéries qui rééquilibrent le bassin et luttent aussi contre l'envasement. Elles se présentent sous forme de poudre ou de granulés contenant un mélange de bactéries, d'oligo-éléments et même d'enzymes. Ces produits permettent de contrôler et de traiter un éventuel excès en nitrate, en phosphate ou en ammoniac. Et ils limitent aussi les algues filamenteuses et les déchets organiques qui polluent l'eau. Le fond sera ainsi moins envasé et il y aura beaucoup moins d'odeur. Hivernez les plantes gélives, comme le cyperus, les pistias et les nymphéas exotiques. À l'extérieur, le froid leur serait fatal. Aussi récupérez les plantes à rhizomes sensibles au froid. Coupez les parties aériennes comme au compost. Laissez sécher les racines et disposez-les dans une caissette contenant du sable humide dans un local hors gel, à côté des pommes de terre par exemple. Rentrez à l'abri les plantes flottantes non rustiques dans un baquet d'eau, en un lieu hors gel et éclairé, comme les jacinthes d'eau et les laitues d'eau, mais aussi les lotus. Paillez copieusement les plantes de berge non rustiques après les avoir taillées à 20 cm du sol. Vous pouvez vous servir de leur propre feuillage pour pailler directement leurs pieds ou même utiliser des feuilles mortes ramassées au jardin. La couche protectrice perdurera en hiver et il faut y veiller. Ces déchets se transforment petit à petit en humus qui vont nourrir ces plantes et protéger le pied du gel. Installez une cloche anti-gel aérée ou des bouteilles d'eau vide en surface de l'eau de façon à amortir la pression qu'exercera la glace en se formant et à oxygéner l'eau pour les poissons. Cela permettra également d'avoir un endroit sans glace pour nourrir les poissons. Pensez à installer à proximité du bassin ou de la mare un petit gîte où peuvent se cacher pendant l'hiver toute cette vie qui gravite autour pendant la bonne saison. Les petits tas de branches avec un peu d'herbe, etc., même des petits cailloux ou de paille. On verra donc se réfugier tout ce qui est batracien et autres petits auxiliaires du jardin, très appréciable. Avec un filet au-dessus de votre eau, il vous sera plus facile de limiter la pollution de l'eau avec les feuilles mortes, tout ce qui tombe dedans. Et aussi de stopper les attaques d'oiseaux qui mangent vos poissons, comme les hérons, qui sont à la recherche de nourriture facile. Si vous avez une pompe, pensez à la mettre hors gel pour éviter qu'elle n'explose pendant l'hiver. Par là même, cela coupera les cascades ou les jets car le mouvement de l'eau provoque un refroidissement de la température du bassin. Octobre pour vos ruches, parlons-en aussi. Là, c'est le calme plat. Profitez d'une promenade pour vérifier que rien ne cloche. Profitez d'un peu de temps libre pour faire vos déclarations de ruches à la direction des services vétérinaires. Cela est obligatoire maintenant pour posséder des ruches. Nettoyez votre matériel, faites l'inventaire et préparez-le pour la saison prochaine. Pour info, ceux qui s'intéressent aux ruches, une intervention au rucher se fait par temps ensoleillé, à une température supérieure de 15 degrés, qu'il n'y ait pas de vent, et de préférence entre 14 et 16 heures dans l'après-midi, pour des conditions idéales et optimales. Si vous êtes débutant, n'intervenez jamais dans d'autres conditions, car les abeilles toujours très douces et collaboratives d'habitude, peuvent dans de mauvaises conditions se transformer en insectes agressifs et piquer tout le voisinage sans même que vous vous en rendiez compte ou sous votre combinaison. On n'y fait pas trop attention en débutant, mais il faut le savoir, cela évite les problèmes de voisinage qui peuvent aller loin en démarche procédurière. Ah, maintenant, parlons des travaux au verger du mois d'octobre. On va traiter les fruitiers à noyaux, là où c'est nécessaire avec de la bouillie bordelaise. Là par contre, au verger, j'utilise un mélange faiblement dosé d'huile végétale de bouillie, car pour le moment, c'est vraiment la seule chose que j'ai trouvée qui fonctionne réellement sur les champignons qui tuent nos arbres. J'utilise une faible dose avec un pinceau et c'est plutôt radical. Par contre, au potager, j'en utilise absolument pas. Vous le savez. Pour ceux qui savent déjà faire, car j'y reviendrai dans une vidéo plus tard, profitez des journées sèches et ensoleillées pour tailler vos fruitiers à noyaux dès que les feuilles chutent, tels que les abricotiers, les pêchers, les pruniers ou encore noyers, pour leur donner une forme harmonieuse et supprimer les branchages morts. Vous aurez pris soin de signaler les branches mortes avec une ficelle colorée avant qu'il n'y ait plus de feuilles sur vos arbres pour pouvoir les repérer plus facilement ensuite. Taillez-les en rabattant au sol les tiges de framboisier et emportez des fruits. Découvrez les fruits que vous aviez éventuellement en sachet. Ramassez les fruits malades tombés au sol, mis à l'écart, ils attireront les bestioles qui y trouveront à manger et laisseront votre potager. Bouturez les noisetiers ou les figuiers. Encore que les figuiers c'est plus dans le sud. Mais bouturez aussi les petits fruitiers tels que framboisiers, groseilliers, maquereaux et myrtillers. Par ailleurs, vous pouvez commencer à planter des arbres fruitiers et petits fruitiers à racines nues. On peut mettre des figuiers directement en pleine terre. J'ai déjà planté en octobre aussi des pruniers et cerisiers. Il n'y a pas eu de soucis avec ces fruitiers à noyaux. Pour les autres, mieux vaut attendre encore un peu. Plantez les petits fruits vendus en conteneur, cassissiers, framboisiers, groseilliers, noisetiers ou même pieds de vigne. Bouturez à l'étouffer le myrtillier, ce qui veut dire le mettre dans une bouteille, c'est ça à l'étouffer. Hors période de gel, plantez aussi des myrtillers et des ronces à fruits. Vous voyez, tout ça, ça revient sans arrêt. Rabattre aussi les tiges de ronces à fruits qui ont fructifié cette année. Si vous en avez fait, séparez les jeunes plants de vigne marcottés au printemps dernier.
Nettoyez et binez le pied des arbres. Faites un apport en amendement sous la couronne des arbres. Ils auront besoin de matière organique pour se nourrir la saison prochaine. J'ajoute généralement 2 à 3 fois par an du jus de lombrité et en hiver je mets du sang séché et de la corne broyée torréfiée. Cela apporte un maximum d'azote et d'engrais à nos fruitiers pour les aider à la production prochaine de délicieux fruits et de beaux calibres sucrés à point. Définissez aussi vos nouveaux projets de plantation. Commandez les arbres chez le pépiniériste. Vous avez tout l'hiver ensuite pour y réfléchir et pour mettre en place en terre ces arbres-là. Préparez le terrain qui recevra les fruitiers. Après les premières pluies d'automne, la terre est plus facile à travailler. Préparez le trou de plantation et apportez les amendements nécessaires à l'amélioration du sol. Récoltez les pommes et les poires. Pour les conserver, disposez-les dans un local frais et aéré. Faites du jus, des purées ou des conserves. Ou mangez-les crus. Pour le centre, ça commence doucement, alors récoltez les châtaignes, les noix ou les noisettes. Récoltez s'il en reste les derniers fruits rouges, framboisiers, mûres, myrtilles, éventuellement des fraises. Récoltez les kiwis, comme j'ai dit tout à l'heure, car ils ne vont plus tarder à prendre mal avec le froid, et taillez-les en coupant les rameaux ayant beaucoup fructifié. Récoltez le raisin jusqu'au 15 octobre. Pour les kakis, attendez que les feuilles soient déjà tombées. Ce fruit a la particularité d'être encore plus goûteux lorsqu'il est très mûr. Les coings peuvent être cueillis lorsqu'ils ont perdu leur duvet. Semez les graines ou noyaux d'arbres fruitiers que vous avez mangés cet été pour obtenir des francs ou d'autres fruitiers que vous pourrez ensuite greffer. Le froid de l'hiver passera dessus et la germination pourra commencer. L'an prochain, une jeune pousse à croissance rapide sera là. Mettez un petit marqueur pour vous aider à vous en souvenir, car sinon vous allez l'oublier. A savoir que cette technique donne des arbres en meilleure santé que ceux achetés dans le commerce, car ils disposent de leurs racines pivot, qui, à contrario, est coupée par la commercialisation. De plus, la pousse de ces arbres qui part de graines ou de noyaux est plus vigoureuse et rapide, demande moins d'eau, et est moins sensible aux maladies. J'ai pu le remarquer car j'ai eu des abricotiers achetés en commerce qui avaient 4 ans, j'ai moi-même planté des abricotiers qui au bout de 2 ans les avaient déjà rattrapés. Mais bon, tout ça j'y reviendrai en détail dans une autre vidéo, même si vous pouvez déjà trouver dans la playlist quelques vidéos qui en parlent. Quelques maladies d'ailleurs de plantes au mois d'octobre sont à craindre: l'oïdium, parce que là c'est la bonne période, tout devient blanc de partout, le botrytis qui part en froid et humide, pullule, le mildiou et la rouille en arrière-saison. Éliminez tout le reste de végétation malade et brûlez-les. C'est ce qu'on va vous conseiller. Moi perso, je les laisse au sol. Ils se compostent très bien et je pense même que ça donne une petite indication aux plantes pour pouvoir lutter contre l'année d'après. Il y a les limaces qui arrivent en grand nombre et attention, toutefois, les chenilles processionnaires du pin, c'est maintenant, surtout en climat doux et a été sec. Ces chenilles sont vraiment extrêmement virulentes et si vous coupez du bois, faites bien soin de ne pas couper du bois là où vous voyez encore des cocons, sinon vous allez choper une espèce de varicelle, et ça c'est horrible, je l'ai eu et j'y porte une très grande attention maintenant. Pour info, le mois octobre, est-ce que vous êtes déjà demandé d'où ça venait? Voici quelques infos. Son nom vient du latin, october, ça se dit October comme en anglais. Le mois octobre est appelé ainsi parce qu'il était le 8e mois de l'année dans le calendrier de Romulus, en 46 avant notre ère, date officielle de la mise en service du calendrier julien. Et quoi qu'il soit devenu le 10e mois dans celui de Numa, et qu'il le soit encore dans le nôtre, il a conservé ce nom, que les empereurs et le Sénat romain ont souvent voulu changer. Dans les premiers jours de ce mois, les Égyptiens célébraient une fête qu'ils appelaient la fête du bâton du soleil, supposant, dit-on, que cet astre avait besoin de soutien après l'équinoxe d'automne. C'est aussi dans ce mois que se célébraient à Athènes les Thesmophories, en l'honneur de Cérès. C'est le dernier dimanche du mois d'octobre que la plupart des pays d'Europe passent de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Le 31 octobre aussi que va fête Halloween, et les origines de cette fête sont religieuses, et proviennent non pas des États-Unis, mais d'Angleterre. En octobre, on connaît aussi 7 batailles mémorables qui ont lieu. La première est celle de Salamine, qui délivra la Grèce et sauva leur civilisation. La deuxième et la troisième sont celles d'Issus et d'Arbel, qui assurèrent à Alexandre la conquête de l'Asie. La quatrième est celle de Philippine en 42 avant notre ère, où périrent en quelque sorte les derniers des Romains, et avec eux la République romaine. La cinquième est celle qui livra Constantin sur les bords du Tibre et presque aux portes de Rome. Cette victoire le rendit seul maître de l'Empire romain, et l'on sait l'influence qu'elle opéra en faveur de la propagation du christianisme. La sixième est la bataille de Lépante, qui délivra l'Europe des Turcs. Enfin la septième est la bataille d'Iéna, gagnée par l'empereur Napoléon sur le roi de Prusse et le duc de Brunswick. Allez, pour finir, 3 petits dictons qui dit « Octobre n'a jamais passé sans qu'il y ait cidre brassé », Octobre ensoleillé, décembre emmitouflé, octobre glacé fait vermine trépassée. On entendra par cela les petits rongeurs du potager. Allez, on se revoit très bientôt. D'ici là, je vous souhaite de joyeuses récoltes, une bonne plantation et un bon courage pour les travaux du jardin.
Et voilà, c'est déjà fini. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à déposer donc un petit pouce bleu. En vous abonnant, si vous cliquez sur la clochette, vous serez notifié des nouvelles mises à jour. Et si le cœur vous en dit pour me soutenir davantage, vous pouvez passer sur mon Tipeee dans la description, ou voir une petite pub ou effectuer un petit don. A très bientôt et joyeuses plantations. Ciao ciao.